Bon, alors, à présent, attaquons les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires. Que peut-on dire des coordonnées polaires? Alors, les coordonnées polaires sont des coordonnées à 2 dimensions. Coordonnées cartésiennes, on a tout de suite vu la généralisation à 3 dimensions. On aurait pu faire d'abord à 2 dimensions. Mais on se place dans le plan OXY. Et ces coordonnées-là simplifient en règle générale des études de systèmes qui sont en rotation autour d'un point particulier. Donc on va se placer avec des coordonnées cartésiennes habituelles, x, y. On regarde un point O, on met le point M ici. Alors certes, on a toujours une coordonnée x, une coordonnée y, mais plutôt que de considérer ce point M tout seul, j'ai le vecteur OM qui est comme ça, eh bien je vais dire que OM, il a une norme qui vaut petit r, et il fait ici un angle que je vais appeler θ. En fait, les coordonnées polaires, c'est ni plus ni moins que la forme trigonométrique dans le plan complexe. Si vous prenez x, la partie réelle d'un complexe, y, sa partie imaginaire, m, un nombre complexe qui est placé dans le plan complexe, alors r, c'est le module de votre nombre complexe, et θ, c'est l'argument de nombre complexe. Et à ce moment-là, on va placer, donc on a le vecteur EX et EY qui sont des vecteurs unitaires cartésiens. Et puis on va définir un vecteur qu'on va appeler ER qui est comme ça, dans le même sens que le vecteur OM. Il est en fait porté par OM, ou alors OM est porté par ER. Et à la perpendiculaire, on va définir un vecteur qu'on va appeler Eθ, pour se souvenir qu'il y a une rotation. Alors, Eθ et ER ressemblent à EX et EY, mais vous allez voir que on va pas forcément avoir que du R selon du ER et que du θ selon du Eθ. D'ailleurs, on n'aura pas du tout de θ selon Eθ dans la position. Puisque le vecteur position, dans ces conditions, vous avez que votre vecteur OM, il s'écrit, il est dans cette direction-là, donc il est forcément selon le vecteur ER, et puis je me suis déplacé d'une distance R, petit r, donc il s'écrit RER. Et c'est tout. Attention au platane qui va forcément venir dans l'esprit de quelques-uns, qui se sont dit, ah bah voilà, j'avais un X et un EX, donc j'ai du X, EX, du Y, EY, du Z, Z, c'est sympa, ils vont par deux. J'ai du RER, mais il n'y a pas de θ, Eθ. OM n'est pas égal à RER plus θ, Eθ. De toute façon, ça n'est pas homogène. C'est non homogène. Puisque ici, vous avez une distance porté par un vecteur sans dimension, et là vous avez un angle et non une distance, donc ça va pas aller, porté par un vecteur. Et en plus, par définition de ER est collinéaire à M, à OM, donc ER est collinéaire à OM par définition. Donc on ne peut pas avoir de composantes selon Eθ pour le vecteur OM, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'est pas dans la direction de ER, ce qui contredit sa définition, puisque ER vous donne la direction dans laquelle se trouve le point M en partant du point O. En fait, vous êtes en train de montrer l'endroit qui vous intéresse, et cette direction-là, bah, si vous coupez un et vous prenez un truc unitaire, ça vous donne le vecteur ER correspondant. Alors, maintenant, on va pouvoir s'intéresser, et ça va être plus intéressant, de regarder qu'est-ce qui se passe avec le vecteur vitesse. Donc, calculons V, le vecteur vitesse. On avait
qui s'écrit DOM sur DT. Ça fera partie des démonstrations pour la question de cours correspondante. V s'écrit DOM sur DT. Il s'écrit donc la dérivée au cours du temps de RER. Et là, contrairement à ce qui s'était passé avec le cas des coordonnées cartésiennes pour lesquelles le deuxième terme, j'avais bien un dérivé d'un produit, mais le deuxième terme était nul parce que EX était fixe, là, le vecteur ER ne sera pas fixe. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc là, ça s'écrit DR sur DT multiplié par ER, plus R multiplié par la dérivée du vecteur ER. Pourquoi est-ce que c'est pas fixe? Parce que justement, comme vous le voyez sur cette petite animation, justement, vous avez que le vecteur R se déplace avec le point M. Quand le point M bouge, le vecteur ER change de direction. Il ne change pas de norme, il reste toujours unitaire, mais il change de direction. Et le fait qu'il change de direction fait qu'il y a une variation du vecteur. Si je prends le vecteur à deux intervalles à deux instants différents, il y a une différence entre ces deux vecteurs. Cette différence va être infinitésimalement perpendiculaire aux deux vecteurs, donc en fait, elle va être selon Eθ. On va montrer plus loin, je le garde là-bas, mais vous pourrez le supposer connu. On va montrer que DER sur DT, il s'écrit θ point selon Eθ, c'est-à-dire la dérivée de l'angle θ au cours du temps selon Eθ. En d'autres termes, si θ reste constant, c'est-à-dire si on reste toujours sur cette ligne-là, ER, il reste toujours dans la même direction, donc il reste constant, et donc vous avez que cette dérivée, elle sera nulle. Donc on doit bien avoir un θ point qui apparaît, c'est nécessaire. Donc on va montrer que DER sur DT, ça s'écrit θ point Eθ, d'où l'expression du vecteur vitesse. Ça va être dr sur dt selon ER plus R multiplié par la dérivée de ER, c'est-à-dire dθ sur dt selon le vecteur Eθ. Moi, mon but, c'est me débarrasser des vecteurs qui sont à l'intérieur de la dérivée, parce que quand je vais pouvoir faire des projections, il me faut le faire avec une projection qui va être externe à la dérivée, donc faire apparaître ces vecteurs extérieurs. Et ça va s'écrire de manière plus compacte, R.ER plus R θ.Eθ. Et là, vous voyez qu'il y a une asymétrie phénoménale entre ce qui se passe selon ER, ça ressemble bien au x.EX qu'on avait ici par exemple, et ce qui se passe selon Eθ. J'ai pas du θ.Eθ, pour la même raison que j'avais pas ça, je ne vais pas avoir simplement du θ.Eθ. Ce qui va se passer, c'est que forcément j'ai besoin de ce R supplémentaire, ne serait-ce que pour une question d'homogénéité. R. C'est la dérivée d'une distance par rapport au temps, donc c'est bien une distance divisée par un temps, une vitesse. R, c'est une distance. θ. C'est la dérivée d'un angle par rapport au temps, donc un truc sans dimension divisé par un temps. J'ai donc bien une distance multipliée par l'inverse d'un temps, donc divisé par un temps, donc une vitesse. Ça me permet d'avoir l'expression de ce vecteur vitesse. Et ça, il faut absolument que vous sachiez la retrouver au brouillon rapidement, en 2 temps 3 mouvements, pour obtenir l'expression nécessaire pour avoir le vecteur vitesse en coordonnées polaires. Ce sera à la question de cours, vous pouvez compter là-dessus, vous êtes sûr de l'avoir. Alors, de la même manière, on va essayer de chercher l'accélération. Alors, pour avoir l'accélération, je vais avoir besoin aussi de la dérivée de Eθ, puisque vous voyez que quand je vais dériver ce bout-là, il va y avoir à un moment la dérivée de Eθ. On va montrer plus loin, donc dans la démonstration sur l'accélération en polaire, vous pouvez supposer connues les expressions des dérivées de ER et de Eθ, mais ici on va le montrer plus loin. Donc on va montrer que la dérivée de Eθ par rapport au temps, ça s'écrit moins θ point selon ER. Dérivée,
j'aurais tendance à dire, notamment plus tard quand on fera les histoires de cosinus et compagnie, dériver, c'est tourner de pi sur 2. Quand je dérive une fois, je vais de ER à Eθ, tourner de pi sur 2 dans le sens direct. Et quand je dérive une deuxième fois, je vais de Eθ à moins ER. Et puis si vous vous souvenez que forcément, si θ ne change pas, la dérivée dans l'ensemble doit être nulle, c'est que c'est forcément proportionnel à θ point. Donc on va montrer que la dérivée de Eθ s'écrit moins θ point ER, et à partir de là, on peut alors calculer l'expression de l'accélération en disant c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Ok, c'est donc la dérivée d'un machin qui s'écrit, ma vitesse elle est là, donc c'est R point ER plus R θ point Eθ. Faites attention où vous mettez le point, hein. Le point ici ne porte que sur le θ, c'est bien R que multiplie la dérivée de θ. C'est là où on est content d'avoir des points parce que ça permet de séparer et de visualiser juste simplement les choses. Alors, j'ai la dérivée d'une somme. Donc c'est donc la somme des dérivées. J'ai la dérivée de R.ER. Plus la dérivée par rapport au temps de R θ.Eθ. Le premier terme, c'est la dérivée d'un produit de deux quantités. La dérivée d'un produit, je sais, UV, le tout prime, c'est U'V plus UV'. Donc, U', c'est donc la dérivée de R point, par rapport au temps, selon R, plus UV', U c'était R point, et ensuite, je prends la dérivée de ER par rapport au temps. Dérivée que je connais, puisque je l'ai déjà utilisée pour la vitesse, c'est θ point Eθ. Le deuxième, en fait, il va y avoir trois termes. Et là, je vous laisse démontrer que si on a un produit de trois termes, la dérivée, elle se simplifie relativement gentiment en distribuant ça sur les trois morceaux, qui est une généralisation du UV'. Donc c'est U'Vw plus UV'W plus UV'W'. Et quand je prends mes trois termes, alors je vais prendre le premier, ça me fait dr sur dt, θ point Eθ. Le deuxième, c'est r dθ point sur dt, Eθ. Et le troisième, c'est rθ point multiplié par dEθ sur dt. Bien. Je vais remplacer DER sur dt et dEθ sur dt par leurs expressions. Je vous rappelle que DER sur dt, c'est θ point Eθ. dEθ sur dt, je vous dis que c'est moins θ point ER. On va démontrer ça juste tout à l'heure. Mais là, je vais l'utiliser. Vous êtes d'accord avec moi, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc, ici, alors, la dérivée de R point, c'est donc la dérivée seconde de R. Donc je peux l'écrire R point point. C'est le point de R point, donc R point point selon ER. Bien. Ensuite, j'ai du R point que multiplie la dérivée de ER. Et la dérivée de ER, c'est θ point Eθ. Ok. Là, j'ai du dr sur dt. dr sur dt, c'est R point. Puis je garde le θ point Eθ. Plus R fois θ point. Donc là, j'ai du R. Et la dérivée de θ point, c'est θ point point, la dérivée seconde de θ. Selon Eθ. Et il me reste donc Rθ point que multiplie moins θ point ER. Alors, quand je le remets ensemble, je vois qu'il y a un premier terme ici qui va s'écrire R point point selon ER. Je vais aussi ramener les choses en regardant qu'est-ce que je vais avoir selon Eθ. Donc le terme en R θ point Eθ. R point θ point Eθ. Il y en a un deuxième, tiens,
qui est apparu juste à côté. Ça se voyait pas ici, puisqu'il y a une partie qui vient de la dérivée de ER et l'autre partie qui vient de la dérivée de ER qui était selon Eθ. Mais je me retrouve avec 2 fois ce terme-là. Donc j'ai du 2 R point θ point. J'ai un terme ici qui va être en R θ point point. Selon Eθ. Et ce terme-là, vous voyez qu'il est de nouveau selon ER. Et le terme selon ER, j'ai du R, du θ point fois du θ point. Il y a un moins qui va rester de devant. Donc j'ai du moins R θ point au carré. Alors dans cette expression, il y a beaucoup de choses. On avait 5 termes qui apparaissaient dans la dérivée, mais il y en a 2 qui se retrouvent ensemble, d'où l'apparition de ce 2 qui est ici. Il y a un terme avec un moins qui est, parce qu'on a dérivé 2 fois de suite, d'abord le ER qui est devenu Eθ et le Eθ qui est devenu du coup moins ER, et puis il y a un θ point carré, parce que pour chaque dérivation, il y a un θ point qui est sorti, θ point fois θ point, c'est θ point au carré et non pas la dérivée seconde de θ point. Attention, petit platane au passage. Donc vous avez votre expression qui est quand même vachement moins sympathique que ce qu'on avait au départ. Donc dans les coordonnées polaires, ce qui est sympa, c'est le vecteur position. Celui-là, il a une expression qui est très simple parce que on induit, on met à l'intérieur du ER justement la dépendance en θ. Donc c'est cet aspect-là qui est important à ce niveau. Et en revanche, la vitesse. Alors vitesse, il n'y a que 2 termes finalement à 2 dimensions, c'est pas la fin du monde. Mais l'accélération, ça devient vachement plus compliqué. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui va être intéressant d'utiliser, parce que si vous êtes dans un mouvement par exemple circulaire, un mouvement circulaire, c'est un mouvement où le rayon reste constant. Si le rayon reste constant, ça veut dire que R point est nul, donc ce terme-là disparaît. Si le rayon reste constant, sa vitesse de variation, R point, reste constamment nulle, donc la dérivée seconde disparaît aussi. Donc vous voyez que si j'ai un mouvement circulaire, l'expression va être relativement sympathique. Si en plus le mouvement est circulaire uniforme, à vitesse constante, la vitesse dans votre rayon, dans votre système, comme vitesse, ça va être Rθ point Eθ, puisque R point sera égal à 0 pour un mouvement circulaire. Ça veut dire que θ point est constant, puisque R il est constant aussi. Et si θ point est constant, quand j'étais ici, ça veut dire que sa dérivée est nulle. Voilà, vous avez un mouvement circulaire uniforme, dont l'équation de l'accélération va être beaucoup plus simple. Et vous voyez au passage qu'il a beau être uniforme, mouvement, son accélération n'est pas nulle. Son accélération, elle est centripète, elle est vers le centre de rotation. Elle est dirigée selon moins ER automatiquement. Bon, alors il nous reste juste à faire les 2 démonstrations pour le Rθ point, enfin pour la dérivée de ER et la dérivée de θ. On va les faire ensemble. Démo pour DER sur dt et dEθ sur dt. Celles-ci aussi, elles seront à la question de courbe, c'est-à-dire soit vous aurez à trouver, en supposant connues les dérivées, les expressions de la vitesse et l'accélération, soit on va vous demander de trouver l'expression de ces dérivées. Parce que la difficulté calculatoire est à peu près similaire, il faut connaître les deux pour pouvoir s'y retrouver. Le plus important, c'est quand même de bien savoir retrouver les choses en coordonnées polaires, mais ça permet de généraliser à d'autres systèmes, notamment sphériques. Donc on va essayer de faire une jolie démonstration. Alors pour faire cette jolie démonstration, je me refais mon petit dessin. J'ai mon point M qui est ici et j'ai mes vecteurs de base qui vont s'écrire comme ça. EX, EY, ER et Eθ. Alors, souvenez-vous, c'est là que ce qu'on a fait dans le chapitre M0 va servir. On commence nos premières projections.
Donc là, je vais vous demander de mettre sur pause et de regarder quelle est la projection du vecteur ER sur la base EX, EY. L'avantage de la base EX, EY, c'est que les vecteurs sont fixes et donc on pourra s'intéresser à juste les coordonnées qui sont devant. On va prouver ça en passant en coordonnées cartésiennes et puis ensuite en reconnaissant, ah bah tiens, quand je dérive Eθ, il apparaît ça, moins θ point, le tout facteur de l'expression de ER en coordonnées cartésiennes. C'est ça le support de notre démonstration. Donc, projetez-moi ER et Eθ sur la base EX, EY. C'est bon, c'est fait? Je vous rappelle la méthode. Donc là, on remet le θ correspondant. Pour avoir la projection de ER, par exemple, selon la base EX, EY, il suffit de faire le produit scalaire de ER avec EX et de mettre ça selon EX, plus le produit scalaire de ER et de EY et de mettre ça selon EY. Comment est-ce qu'on calcule un produit scalaire? C'est norme du premier vecteur, qui vaut 1, c'est un vecteur unitaire, fois norme du deuxième vecteur, qui vaut 1 aussi, parce que c'est aussi un vecteur unitaire, fois cosinus de l'angle entre les deux. L'angle qui va de ER à EX, ou de EX à ER, puisque on s'intéresse pas à la direction parce que c'est un cosinus, c'est θ. Donc je me retrouve avec cosinus θ selon EX. Plus le produit scalaire de ER avec EY. C'est norme de ER, 1. Norme de EY, 1. Plus cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Alors pour avoir l'angle qui est entre les deux, il faut que je me dessine mon EY par exemple, qui est comme ça. Et vous voyez que cet angle-là, c'est pi sur 2 moins θ. Donc, je me retrouve avec un cosinus de pi sur 2 moins θ selon y. Là, maintenant, il faut connaître vos formules trigonométriques, ou alors vous ne les connaissez pas et vous redessinez votre cercle trigonométrique. Quand j'ai un θ ici, cosinus de pi sur 2 moins θ, vous voyez que ça correspond au sinus de θ et qu'il y a le bon signe. Alors toujours faire un dessin avec un θ entre 0 et pi sur 2, comme ça on est tranquille, mais ça marche pour tous. Et donc je me retrouve avec ER qui s'écrit cosinus θ selon EX plus sinus θ selon EY. Première expression du premier vecteur de base. De la même manière, je veux Eθ. Eθ va s'écrire Eθ scalaire EX selon EX plus Eθ scalaire EY selon EY. De nouveau, norme du premier vecteur, 1, fois norme du deuxième vecteur, 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors pour avoir le cosinus de l'angle entre les deux, vous voyez que EX, il est ici, donc là je me retrouve avec θ plus pi sur 2, puisque je vais de ER à Eθ. L'angle de EX à Eθ, c'est de EX à ER, donc θ par définition, plus de ER à Eθ, donc pi sur 2 par définition, puisque ce sont orthogonaux. Donc je me retrouve avec cosinus de θ plus pi sur 2, selon EX, plus Eθ scalaire EY, vous voyez que l'angle qu'il y a là entre les deux, c'est Eθ, puisque j'avais θ ici, et si je tourne X de 90 degrés, j'ai EY, si je tourne ER de 90 degrés, j'ai Eθ, et j'ai toujours le même angle entre les deux, il y a conservation lors de la rotation, donc je me retrouve avec cosinus de θ. Reste à savoir ce que vaut cosinus de θ plus pi sur 2, vous voyez que le cosinus il est négatif, il correspond au sinus en valeur absolue, donc j'ai du moins sinus θ selon EX plus cosinus θ selon EY, il ne faut pas oublier, sinon c'est dimensionnellement, vectoriellement non homogène. Ok, j'ai trouvé ER, j'ai trouvé Eθ, il ne reste plus qu'à calculer les dérivés. On se retrousse les manches et on calcule ça. Alors, essayez voir de le faire en regardant ces expressions-là, en posant la question, quel est le seul truc qui dépend du temps là-dedans? C'est bon?
Vous avez pris le temps de le faire. Donc, quand je prends la dérivée de ma somme, je vais le faire explicitement pour le premier, plus sinus θ EY, j'ai la dérivée d'une somme. Donc, ça me fait la dérivée de la somme des dérivés, cosinus θ EX, plus la dérivée de sinus θ EY. Sauf que là, j'ai de nouveau la dérivée d'un produit. Mais EX, il est constant, contrairement à ER ou Eθ. Il ne change pas en fonction de la position de M, de même que EY. Donc, ils peuvent être mis en facteur de la dérivée. Je me retrouve avec juste la dérivée de cosinus θ. Alors, méfiez-vous. C'est la dérivée au cours du temps de cosinus θ. θ qui dépend lui-même du temps. C'est donc une dérivée de fonction composée. Comment est-ce qu'on fait pour faire les dérivées de fonctions composées? Là, il faut en appeler à vos souvenirs du tout premier cours, S0. Donc, quand on fait les dérivées de fonctions composées, je dis simplement, je prends la dérivée par rapport à θ de cosinus θ et je multiplie par la dérivée de θ par rapport au temps. En gros, j'ai multiplié en haut et en bas par des θ. Là, la dérivée de cosinus θ, θ il est méchant par rapport à la dérivation, donc sa dérivée c'est moins sinus θ. Et je multiplie ça par la dérivée de θ, c'est-à-dire θ point. Du coup, quand je remplace la dérivée de cos θ EX, EX est sorti, la dérivée de cos θ ça me fait moins sinus θ, fois θ point, fois EX. Rebelote pour le sinus, le Y qui sort, la dérivée de sinus, je peux l'écrire explicitement une fois. Allez, la dérivée de sinus θ par rapport au temps, c'est la dérivée de sinus θ par rapport à θ, que multiplie la dérivée de θ par rapport au temps. Donc ça s'écrit, sinus étant gentil par rapport à la dérivation cosinus θ, multiplié par θ point. Donc je me retrouve avec du plus cos θ, θ point, EY. Tiens, j'ai du θ point, qui va être en facteur de moins sinus θ EX plus cos θ EY. Et mais ça c'était mon Eθ. Et donc je me retrouve avec la dérivée de ER par rapport au temps qui s'écrit θ point fois Eθ. Et hop, ça c'est fait. J'ai ma dérivée de ER par rapport à Eθ. Alors si vous n'aviez pas réussi à la faire toute seule, celle-ci, maintenant, essayez de faire le même calcul pour avoir la dérivée de Eθ par rapport au temps et vérifier que vous tombez bien sur moins θ point ER. C'est bon? Je vous le fais rapidement. Il nous reste juste une petite place là, ça devrait suffire. La dérivée de Eθ par rapport au temps, c'est la dérivée de ce truc-là. Donc c'est la dérivée de la somme, moins sinus θ EX, plus la dérivée de cos θ EY. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. EX, il est constant, il sort. EY, il est constant, il sort. La dérivée par rapport au temps de cos θ, je l'ai déjà fait, c'est moins sinus θ fois θ point. Du coup, fois le Y qui traîne encore. Le moins, je peux le mettre en facteur, enfin je peux le sortir de la dérivée, moins 1 c'est une constante. La dérivée de sinus θ c'est cosinus θ, donc je vais avoir du moins cos θ fois θ point, qu'il ne faut pas oublier, fois EX. Ah tiens, ça s'écrit moins θ point, facteur de cos θ EX, plus sinus θ EY. Ça, c'est rien d'autre que ER, donc j'ai bien du moins θ point ER quand je calcule la dérivée de Eθ par rapport au temps. Et voilà les deux petites dérivées qui nous ont permis de démontrer l'expression à la fois de la vitesse en polaire et de l'accélération en polaire. Elles ont été faites et maintenant vous pouvez les utiliser et les redémontrer. Alors il nous reste encore à trouver le déplacement élémentaire et à essayer de voir comment le retrouver de manière géométrique.
parce que ce déplacement élémentaire, étant donné que j'ai l'expression de la vitesse, je pourrais dire que le déplacement élémentaire, c'est la vitesse fois dt. Et il y a un dt qui apparaît dans le dr sur dt qui est ici dans cette dérivée, il y en a un autre dans le dθ sur dt, et si je me dis je simplifie par dt, parce que je fais un déplacement élémentaire, à ce moment-là, je me retrouve avec du dr ici et du r dθ, selon le θ là. On va essayer de trouver cette expression en faisant un raisonnement géométrique et ensuite de retrouver du coup l'expression de la vitesse qu'on a démontré tout à l'heure. Alors pour faire notre raisonnement géométrique, on va du point M en r θ à M' qui est en r plus dr et en θ plus dθ. C'est-à-dire que je me déplace légèrement suivant r et légèrement suivant θ. Alors, si je fais un zoom, j'ai mon point O qui est quelque part par là-bas, j'ai mon point M qui est là, et j'ai mon point M' qui va être proche de M, mais pas trop. Donc là, j'ai la distance R. Donc je dessine donc un cercle de rayon R autour de ce point, ce centre O. Donc là, j'ai mon point M. Et là, j'ai un cercle de rayon R', de sorte que cette distance-là, ce soit R plus dr. Donc là, j'ai une distance qui est dr, l'incrément de rayon que j'ai quand je passe de M à M', je m'éloigne un petit peu plus du centre. Alors j'aime bien raisonner sur des dr, des dθ qui sont positifs, mais en fait, vous pouvez très bien prendre des trucs négatifs ou l'interpréter en tant que ça, mais pour les dessins, c'est souvent plus simple pour le raisonnement. Bon, et quand je fais ça, vous voyez que je me suis aussi déplacé par là d'une quantité, donc je suis allé de θ ici à θ plus dθ, ce qui veut dire que l'écart entre ces deux droites ici, c'est un angle dθ. La question à se poser, c'est de combien je me balade. Donc là, cette distance-là, je vous rappelle que quand vous avez un cercle qui est intersecté d'un angle alpha avec un rayon R, ça c'est par définition la distance parcourue par l'arc de cercle, c'est R fois la valeur de alpha en radians. C'est comme ça que sont définis les radians. Ça aussi on l'a dit dans le tout premier chapitre. Je vous invite à re-regarder cette partie-là si jamais ça vous semble plus totalement évident. Donc cette distance-là, on est à une distance R. Je tourne de dθ, ça veut dire que cette distance c'est R fois dθ. Comment est-ce que je peux essayer de déterminer le vecteur DOM qui va être le vecteur MM' comme ça? Eh bien, il va faire intervenir le vecteur ER. Je vous rappelle que ER il est dans la continuité de M en partant de O. Et puis là, vous voyez que j'ai un Eθ qui est tangent au cercle, par définition, parce qu'il est perpendiculaire à ER, qui lui est radial par rapport à votre cercle. Donc il est selon la tangente, ce qui veut dire que le déplacement ici va être quasiment selon Eθ. Donc le déplacement DOM que j'ai en rouge ici sur mon chemin, ça va être un déplacement violet qui va vous permettre d'aller de là à là. Donc ce déplacement violet, c'est dr selon ER, puisque je me déplace d'une distance dr en suivant le vecteur ER. Donc c'est dr selon ER. Et ensuite, pour le déplacement qui va être selon la perpendiculaire ici, vous allez avoir un déplacement qui va être de longueur r dθ, qui est quasiment le même que celui-là. Alors là, sur mon dessin, comme j'ai fait un très gros dessin, justement, il y a une différence, parce que ça s'écarte un petit peu plus, et que cette distance-là, c'est r plus dr fois dθ. Mais au premier ordre, en regardant juste les produits qui font intervenir un seul d, pas un d de quelque chose fois un d d'autre chose, je vais retomber sur le r dθ. Donc si je fais un dessin plus petit, ça se verra moins. C'est exactement ça, de faire des développements au premier ordre, faire des dessins les plus petits possibles. Donc
ce vecteur-là, ça va être r dθ selon le vecteur Eθ. Et donc, je me retrouve avec r dθ selon le vecteur Eθ. On retrouve bien que si vous faites DOM divisé par dt, c'est-à-dire drER plus r dθ Eθ divisé par dt, que vous répartissez les dt pour les mettre en dessous des dr au but dθ, ben, j'ai une expression qui va s'écrire r.er plus rθ.Eθ, expression que vous aurez appris maintenant, que vous allez apprendre à reconnaître comme étant l'expression de la vitesse en coordonnées polaires.